Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler cyclocross. Alors certes, la saison sur route a déjà démarré il y a quelques jours avec, on a pu voir, de l'autre côté de la planète, le Tour Down Under remporté par Noémie Rugg et par Jonathan Narvaez. On va se concentrer aujourd'hui sur la saison de cyclocross qui n'est pas encore finie puisqu'on a les championnats du monde qui arrivent ce week-end en France à Liévin. Une saison qui se prolongera encore jusqu'à mi-fin février d'ailleurs. Ça c'est assez traditionnel. On va prendre le temps de revenir sur les principaux résultats de cette saison, les principales tendances, les coureurs que l'on a vus ou ceux que l'on attendait et qui ne se sont pas forcément autant montrés qu'espérés. On va voir ça tranquillement dans ce podcast à quelques jours des mondiaux avec nos trois spécialistes cyclocross. Johan pour commencer. Salut Johan. Salut Mathieu. On est aussi avec Anselme pour apporter une petite touche américaine, de style américaine. Salut Anselme. Salut tout le monde, et je suis ravi d'être appelé spécialiste du cyclocross. Ça me touche. Ah, c'est international le cyclocross, évidemment. Et on termine notre équipe avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme du jour. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un petit peu, de faire le bilan global de cette saison, hommes et femmes confondus. On prendra le temps de rentrer un petit peu plus en détail ensuite. Qu'est-ce que vous avez pensé globalement de cette saison 2024-2025 de cyclocross ? Certes, elle n'est pas encore finie, mais vu qu'on est à l'approche des mondiaux, c'est le moment de faire un petit peu le bilan. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette saison ? C'était sympa d'avoir une grosse variété chez les vainqueurs de course cette année par rapport aux autres. Aux autres années, on avait parfois quelqu'un qui dominait, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Là, ça a beaucoup bougé. On voyait les spécialistes qui se mettaient en avant sur leur terrain. Et donc, on avait des hiérarchies qui changeaient d'un week-end à l'autre, parfois même d'un jour à l'autre, quand on avait des courses qui s'enchaînaient. Et après, il y a Mathieu Van Der Poel qui est arrivé. Qui nous a fait une Mathieu Van Der Poel. Bon, on prendra le temps d'y revenir tout à l'heure. Johan, qu'est-ce qui t'a marqué sur cette saison ? Est-ce que déjà c'est une saison plaisante dans l'ensemble ? C'était une saison très plaisante, avec, comme a dit Geoffrey, avec plein de vainqueurs, plein de courses différentes, des scénarios différents, des choses qui se passent différemment. Il y a le côté marquant que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, qu'il n'y ait pas eu de coureur qui a dominé la saison, qui a toujours été là. Il y en a qui ont été plus ou moins réguliers, qui se retrouvent en tête des différents classements, de différents challenges. Mais il n'y a pas eu personne à écraser les courses. Il y a eu des courses qui ont été écrasées de temps en temps, notamment un petit peu plus sur la fin de saison ou sur certaines courses avec Van Empel, mais qui ne représentent pas vraiment la saison complète et qui n'a jamais été un absolu sur chaque course. Donc on n'est à peu près jamais, sauf sur les dernières courses avec un certain coureur chez les hommes. Le côté, on est au départ d'une course, on sait qu'il va gagner, c'est sûr, c'est définitif et il n'y a pas de suspense. Non, on est au départ d'une course parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça, c'est quand même hyper agréable. Et ça met vraiment de l'entrain à suivre la saison, à se dire je vais aller voir la course, je vais aller voir cette course. En plus, plutôt dans des conditions cette année blues, difficiles, comme assez régulières. Donc, de vrais cyclocross. Bien bourrin quoi, mais avec pareil, comme on disait, des scénarios un peu différents, plein de coureurs différents qui s'expriment, même par exemple un côté où Felipe Hertz qu'on a pas mal vu, ça fait plaisir qu'il n'y ait pas que des Belges quoi, ça change. Donc après il y a des choses comme ça aussi, pareil chez les filles, des non-néerlandaises qui montent sur les podiums, ça fait un côté un peu moins fermé qui est quand même très agréable quoi. Ouais, ça tourne un peu, c'est comme ce que disait Geoffrey, où il y a eu pas mal de variétés dans les coureurs coureurs et coureuses qui sont montés sur la première place, sur le podium aussi de manière plus globale. Anselme, toi qui as peut-être un petit peu moins ce regard de pur spécialiste du cyclocross que peuvent avoir Johan et Geoffrey, comment t'as trouvé cette saison ? Je suis d'accord avec Geoffrey sur la pluralité des vainqueurs, parce que c'est la première saison que je suis vraiment de bout en bout. L'année dernière, j'avais regardé quelques courses, mais là, j'ai vraiment quasiment tout regardé. Je me faisais les replays le lendemain si je ratais une course. Et j'ai adoré toute la première partie de saison où justement, c'était toutes les courses, il y avait un autre gars qui remportait, qui allait s'imposer. Et effectivement, oui, l'arrivée de Van Der Poel a un petit peu tué le suspense. Mais en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une énorme densité sur le
sur le haut du plateau et où, selon la course, une chute, il suffisait d'un problème technique et les cartes étaient redistribuées totalement. Donc non, j'ai pris beaucoup de plaisir à la suivre cette saison. De manière globale, sur l'ensemble de la saison, est-ce qu'il y a 1, 2, 3 courses en particulier qui vous ont marqué, que vous retenez comme peut-être là les meilleures courses de la saison? Si on dit Namur, c'est de la triche ou pas? Parce que vraiment, tous les ans, c'est vrai, hein. une course géniale, mais là, c'était top, tant chez les hommes que chez les femmes. C'est toujours génial, les retournements de situation, les coureurs qui reviennent de l'arrière, on ne sait jamais s'ils vont faire la jonction, on peut exploser à tout moment. En plus, comment dire, côté masculin, par exemple, il y avait tout l'enchaînement autour de Michael Van Zornout qui n'avait pas gagné, à part les championnats d'Europe, il n'avait pas gagné de gros cross quasiment pendant 2 ans, et puis là, d'un seul coup, il a cet enchaînement où il gagne 3 courses d'affilée jusqu'à Namur, qui est toujours un circuit qui les réussit bien, donc ça... Il y a ce petit truc en plus, je veux dire, en plus de la course qui était super, ça s'inscrivait dans une continuité, dans quelque chose. Pareil pour Alvarado qui gagne côté féminin, qui avait été plus en difficulté en Coupe du Monde ces derniers temps. Je ne sais plus combien de temps ça faisait qu'elle n'avait pas gagné de Coupe du Monde avant celle-là. Quoique si, elle avait gagné à 3 l'année dernière. Mais puis Namur aussi l'année dernière. Oui, non, je dis une bêtise, c'était les années d'avant où elle avait beaucoup moins gagné. Mais un peu Alvarado à Namur, la technique, c'était... puis la gestion du dévers. C'est sûr que si on regardait les passages du dévers entre elle et puis Femme Van Empel, donc c'était un peu son année à Femme Van Empel de s'amuser à glisser derrière tous les piquets qu'il y a dès qu'il y a un dévers, avoir son vélo qui passe en dessous des bâches sur les côtés. Heureusement qu'à cet endroit-là, il y a une double bâche à Namur avec les spectateurs qui sont pas tout de suite derrière. Souvenir des quelques années de coureurs qui se retrouvaient dans le public, mais bon. C'est vrai que forcément, Namur, il y a ce côté aussi où t'as la technique qui rentre en compte. Donc ça... il y a la technique et le physique. Parce que faut gérer toutes les descentes, faut gérer les endroits où il faut vraiment jeter son vélo. Il y a un endroit qu'on voit pas beaucoup parce qu'on pense toujours au dévers, il y a la montée pavée, il y a tout ça, mais l'endroit où il y a une petite montée, ensuite il faut descendre et jeter son vélo, mais c'est vraiment un mur le truc. C'est impressionnant de hauteur quand on est sur place et qu'on voit à la fois la pente dans laquelle il faut se jeter et la mare de flotte qu'il y a dans la boue en bas dans laquelle il faut balancer son vélo. Il faut être complètement cinglé pour y aller. Et c'est pour ça qu'on aime Namur. Ouais, entre guillemets, presque on peut dire c'est le cyclocross ultime, puisque ça demande un peu toutes les caractéristiques qu'on peut retrouver dans plein de cyclocross différents. On les a à Namur, c'est un petit peu ça. Oui, non, parce qu'il y a quand même aussi des moments où on peut récupérer et souffler un peu quand on est sur les hauteurs de la citadelle, alors qu'il y en a d'autres qui sont en haute intensité non-stop pendant 60 minutes où il n'y a vraiment aucun temps mort. Namur, ça te met vraiment dans le rouge par moment, mais il y a quand même 2 ou 3 moments pour récupérer après. Mais, en plus, c'est un des circuits où, quand on est sur place, qu'on a l'occasion d'y aller, et si on fait le tour du circuit, on se rend compte qu'il y a 2-3 endroits qui sont bien moches, qui sont pas nécessairement toujours filmés à la télé. Genre une petite passerelle. Est-ce que ça, c'est pas pour le cas de tous les circuits, hein? Parce que moi, le coup où je suis allé à Coxide et je me rends compte qu'il passe dans les bacs à sable des jeux pour enfants, ça désacrise le truc. Hein. Ouais, pour ceux qui connaissent pas le circuit de Coxide, il y a un endroit qui est pas filmé parce que c'est un endroit un peu moche. On passe en gros dans un genre de camping. Et là, les caméras on filme pas parce que juste après, il y a des immenses dunes de sable, il y a les montées et tout ça. Mais les Belges, dès qu'ils peuvent aller récupérer un peu de sable quelque part, ils le font. Et même à Coxide, il y a un moment, on passe dans un petit parc de jeux pour enfants. Il y a un genre de bac à sable, mais qui fait 10-15 mètres de long. On fait passer les coureurs dedans. Il n'y a pas qu'en Belgique. Hein. Moi, j'ai fait un cyclocross en Normandie. Je peux dire, on passait dans le bac à sable du saut en hauteur. Hein. Ça marche pareil. Ouais, mais tu vois, quand tu es dans un circuit où il n'y a pas de sable, tu te dis, ouais, c'est bon, comme ça, on met un mini bac à sable. Mais pourquoi à Coxide, tu vas ajouter 10 mètres de sable à un endroit alors qu'il y a des dunes qui font des centaines de mètres de long? Parce que, toujours plus. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai qu'à Coxide, t'es pas à 10 mètres de sable près, quoi. Ça, ouais, c'est sûr. Johan, est-ce qu'il y a un autre cross aussi qui t'a marqué sur cette saison? Il y a le cyclocross de Nîmes aussi qui était très chouette, notamment chez les hommes, avec
courses très, c'est toujours très technique et puis très physique avec un beau duel. Il y a des courses comme ça, il y a des finales aussi entre, par contre je me souviens plus de la course, mais entre Van Empel et Lucinda Brand qui se fait sauter sur la ligne. Il y a Besançon que j'ai vu sur place, donc forcément moi c'est la course dont je me souviens le plus, mais voilà, donc après il y a Mashmelan aussi la semaine dernière, là, une espèce de boue abominable. En plus avec Lancavas qui gagne, ça c'est je sais pas, après il y a le solo de Marie Schreiber aussi qui était hyper chouette à Ulst, des choses comme ça après qui m'ont marqué. Pour une mais fois c'est qu'elle a su tenir. Bah justement, c'est marquant, quoi. Je dis, donc après il y a plein de courses comme ça qui ont été super chaudes de la saison. Moi je suis un peu frustré parce que les courses étaient très belles et j'avais pas tout le temps de les voir. Donc je sais qu'il y a des courses que je voyais de loin, je me disais mais la course elle a l'air d'avoir été trop bien et j'ai pas pu la regarder. Ça m'a un peu dégoûté, mais bon. Donc, bon, en tout cas, c'est bon signe. Si sur la saison, tu te dis, il y a les courses que j'aurais aimé regarder que j'ai pas vues. Maintenant que j'ai plus de temps, il y a Van Der Poel qui est revenu. Il fallait lui dire que non, c'était pas à ce moment-là qu'il fallait qu'il court. Et faire le début de saison. Alors, après, même si Van Der Poel a écrasé, une domination, mais quand on voit la facilité qu'il réussit à avoir dans certaines portions, quand on voit tout le monde galérer, je veux dire, ce que Van Der Poel fait à Zonhoven, ou dans un autre style, ce que Wout van Aert fait à Termonde, c'est aussi impressionnant à voir. Oui, c'est impressionnant physiquement, pas forcément pas pour le suspense. Van Der Poel, non, mais si une course est nulle dès qu'il n'y a plus de suspense, le Tour de France c'est la pire course de l'année, et les meilleures courses cyclistes sur route c'est que des sprints massifs, parce que quand on est encore à 150 mètres de la ligne, on ne sait pas nécessairement qui va gagner. Oui, non, bien sûr. Donc, après c'est question de go aussi, parce que moi par exemple, je trouve que Van Der Poel il a trop de force. Donc du coup, ça m'intéresse pas trop de le regarder mettre des coups de rein à 3000 watts dans un bac à sable, tu vois. Ouais, mais Zonhoven, la montée, quand tu vois, il y en a 2-3 qui réussissent à passer une fois sur deux, et lui, à chaque tour, il réussit à le faire. Enfin, c'est Van Der Poel. Ouais, mais tu vois, c'est un peu ça. Techniquement, c'est pas le plus propre. Du coup, ça me touche moins que quand Mando se faisait des solos et que je trouvais, c'était très très fluide. C'est un peu moins fluide, je trouve. Mais bon. Après, Mathieu Van Der Poel, je suis pas objectif sur lui, parce qu'il m'a marqué quand je l'ai vu gagner junior première année sur un cyclocross de Coupe du Monde à Liévin. Un circuit qu'on va un peu revoir dans quelques jours. Donc, c'était en quelle année ça? C'était début janvier 2012. Et donc ça fait 13 ans, ça remonte un peu, mais Van Der Poel, il gagnait déjà, ouais. Il gagnait déjà depuis très tôt. Il passait déjà une année à gagner quasiment toutes les courses. Ouais, il faisait déjà du Mathieu Van Der Poel. Après, moi, pour finir un peu là-dessus, alors je sais pas forcément pourquoi, mais un des cyclocross qui m'a le plus marqué, justement par le côté suspense, c'est le cross de Diegem. Alors certes, il est pas très beau à voir par rapport au circuit, qui est pas forcément très exigeant, mais du coup, je trouvais qu'il y avait aussi une intensité où quasiment 10 coureurs pouvaient gagner. Et c'est peut-être aussi ça aussi qui fait que ça m'a marqué. Et le côté nocturne, qui est forcément aussi un peu marquant, même si je reconnais bien que c'est pas le plus beau cyclocross de l'année en termes de parcours. Hein, ça, Pour avoir déjà été sur place d'Igem, ouais, le circuit même sur place il est un peu moche, mais tu y es pour l'ambiance. C'est pas oui, c'est ça. Pour le côté festif, t'es en gros le 30 décembre, il fait nuit. Enfin, t'arrives dès que tu veux faire la fête à un cyclocross en Belgique, en général, t'as des odeurs de frites, de gaufres et de bière qui vont dans tous les sens dès 10h du matin, alors quand la course elle se retrouve à commencer à 20h, effectivement t'as de l'ambiance, quoi. Ah oui, là t'as eu le temps de bien prendre tout ce qu'il y avait à prendre avant le départ. Hein. C'est le charme des cyclocross. Est-ce que Anselme, il y a une autre course aussi qui a pu te marquer parmi ce qu'il y a pu y avoir cette saison? Non, j'attendais Namur et Diegem pour leur côté, parce que c'est des noms connus, mais en soi, vu que je connaissais pas trop les circuits avant, j'y allais vraiment pour la course et où il n'y a pas forcément de choses de circuits qui m'ont marqué particulièrement. Je prenais un peu chaque course en sorte de découverte et donc à chaque fois c'était très sympa. Après, c'est vrai que Van Der Poel, il a vraiment ce truc de facilité d'au-dessus qui fait que sur les courses où il est là, tu regardes et tu fais mais c'est pas le même sport en fait. Mais sinon non, les bacs à sable
Lauren Sway, que j'ai beaucoup aimé. Ah, spécial. Tu sens vraiment. Enfin, en fait, je trouve ça très marrant je trouve ça que sur un truc, ils ont un peu leur spécialité où il y a des circuits où un tel va être vraiment meilleur et d'autres où bah non, moi ils sont plus en retrait, tout ça. Et... Non, ça rend la discipline très très sympa. En course, qui aurait pu marquer Anselme, il y a peut-être en début de saison. Je sais plus c'était où, je crois que c'était un exact cross, quand Felipe Hertz fait un énorme effort pour passer devant tout le monde et qui se ramasse et au bout qui du tombe au virage. premier virage. Ça a dû te marquer. Ouais, ça doit être à. Je sais plus lequel, parce qu'en plus, il remonte bien après. Et je me rappelle que cette image, je la vois sur Twitter et je me dis, oh merde, et je regarde quand même le replay et en fait, je vois ses premiers virages. Et vraiment incroyable. Mais après, il est bien remonté. Hein. J'ai suivi sa remontée toute la course. Mais non, bah ouais. Après, cyclocross, il y a quand même des images beaucoup plus. Bon, un des premiers cross de la saison aussi, t'as un certain Eli qui pète un plomb complètement et tu te dis, d'accord, pourquoi pas. Ah oui, quand ça se fritait en début de saison, là. Avec Ryan Ouais, Camp. quand c'est à le Be-Mine Cross, c'est ça. Oui, là, avec Ryan Camp, il y a eu un petit échafaud. Et si, bah justement, Ryan Camp aussi, c'était la course d'après où il se prend une méchante gamelle au départ. Ça doit être sur le premier Super Prestige. Il y a une énorme chute au départ. Ça doit être à Roundevord. Voilà, visiblement, même pour Geoffrey, tu rentres un peu trop dans les détails. Je me souviens de la chute, mais je me souviens plus du détail autour. Est-ce que c'était Rudervoort ou un autre? Après, juste pour le kiff, vu qu'il a un doute, je veux bien laisser Anselme essayer de prononcer le nom de tous les villages flamands où il y a des cyclocross dans l'année. Ça peut être amusant, mais bon. Mais, non, ça va aller. Visiblement, c'est plus simple pour Anselme de prononcer Felipe Hertz. Ouais, mais tout à l'heure, vous avez dit Mechelen, alors que je crois qu'on dit Mechelen, non? Et ça y est, c'est Anselme qui va venir faire le cours de prononciation de flamand. Putain. 1 heure tous les dimanches avec Steve Chenel, je peux dire que. Ah oui, ça. Au top. Ça aide, alors, sûr. par contre, Steve Chenel, faudra lui dire qu'on dit Latste ronde 2 et pas Laste. Ah, mais ça, oui. Mais ouais, non, en tout cas, très très sympa le cyclocross. Bon, pour finir, avant de rentrer dans les cas un peu plus spécifiques pour les hommes puis pour les femmes, on a eu un changement assez important sur cette saison, c'est le fait que l'UCI a voulu changer sa formule de la Coupe du Monde. On savait que il y avait des discussions au terme de la saison précédente, et quand on avait fait le podcast cyclocross l'année dernière, c'était pas encore décidé. Au final, l'UCI a ramené la Coupe du Monde à 12 manches, alors qu'on était, je crois, à 16 depuis quelques années, et à faire en sorte que la Coupe du Monde commence plus tard. Donc elle a commencé fin novembre, ce qui fait qu'on a squeezé donc les manches américaines, et avec, dans certains cas, des doublons sur un week-end, avec 2 courses le même week-end. Par exemple, on avait Ulst-Zonhoven le même week-end, ou là pour finir, Maasmechelen et Hoogerheide qui étaient sur le même week-end, avec aussi, pour protéger des manches de Coupe du Monde qui étaient hors de la zone Belgique-Pays-Bas, une règle qui interdisait d'avoir un cyclocross, un grand cyclocross international, la veille d'une manche de Coupe du Monde qui était assez loin, donc qui protégeait Dublin, la Manche en Sardaigne, Besançon et Benidorm, il me semble. Est-ce que cette modification, cette réforme un petit peu de la Coupe du Monde, qui voulait aussi, pour l'UCI, attirer le plus possible les grands coureurs sur l'ensemble de la Coupe du Monde, est-ce que pour vous, est-ce que ça vous a convaincu, cette nouvelle formule? Alors, on peut faire un truc. Alors, le classement actuel de la Coupe du Monde chez les hommes. Premier, Michael Van Toenhout. Deuxième, Toon Aerts. Troisième, Joran Visser. Donc, attirer des stars, ça a bien marché. Hein. Parce que Mathieu Van Der Poel en a fait 5. Bon, il a gagné les 5, mais il n'en a fait que 5. Il est quatrième, du coup. Il est quatrième. Il est déjà quatrième. Il a fait 4 courses sur 10 pour le moment, et sur 11. Ouais, sur 11. Non, il a fait 5 courses. Il a fait 5 courses sur 11. 5 sur 11, ouais. Et il est quatrième du classement. Et il aurait encore reculé si la manche en Sardaigne à Cabras n'avait pas été annulée le jour même à cause du vent. Ouais, enfin, il aurait peut-être été 6ème, quoi. Oui, non, mais il aurait pas été 4ème puisqu'il n'était pas présent, en tout cas, sur cette manche-là. Mathieu Van Der Poel qui a limité ses sorties à 7 crosses, c'était moins ce que prévu, mais il avait, je crois, un mal au dos. Donc Aux côtes. Aux côtes, voilà. Donc je crois que c'était une chute une chute sur un des crosses de la semaine sainte, je sais plus trop. Mais qui fait que début janvier, il s'est mis un petit peu en retrait, en pause.
Et du coup, Geoffrey, qu'est-ce que tu en as pensé de cette nouvelle formule de la Coupe du Monde? Est-ce que bon, ça valait vraiment le coup ou est-ce que c'est un peu osef Bah, bon, après, il y a toujours le problème de se dire que, bon, alors pas de chance, celle en Italie, elle n'a pas eu lieu. Du coup, sur les 11 crosses qu'il y a eu, bah, il y en a que 3 qui sont hors de la Belgique et des Pays-Bas. Oui, avec Euh, Dublin, Besançon et Benidorm. donc, paye ta Coupe du Monde, quoi. Le- Après, la Coupe du Monde qui commence tard, c'est juste parce qu'il n'y a plus les manches américaines. Donc, c'est elle qui avait avancé un début très tôt de la Coupe du Monde. Parce que si on remonte à avant qu'il y ait les manches américaines, la Coupe du Monde, il y avait en gros 6 à 9 manches tous les ans. Il y en avait peut-être une ou deux fin octobre, mais sinon, elle commençait, ça s'enchaînait vraiment à partir de fin novembre. Donc, on revient là-dessus. Avoir 2 Coupes du Monde consécutives sur un week-end, bah ouais, pour moi, c'est une très bonne idée. Je comprends pas que ça n'ait pas été fait avant. Surtout qu'ils se sont rendus compte qu'entre les points UCI à la Coupe du Monde ou les sous au Super Prestige, les coureurs ils choisissent les sous au Super Prestige. Donc, Mais ils n'ont pas choisi les Swadi Games par contre. Ils ont choisi la Coupe du Monde de Besançon contre les Swadi Games. Mais... après, peut-être que le fait d'avoir une course en nocturne, ça Oui. motive pas tout le monde. Et puis, il y a quelques incidents qu'il y a eu à côté par moment. Puis aussi, enfin, à voir comment ça va être géré, parce que le fait qu'il y ait de moins en moins de courses espoir qui aient lieu, ça fait que tu as des courses élites qui sont à 90. Et dès que le circuit est pas très long, tu es obligé de passer ton temps à bouffer les morts. Et ça peut faire des situations un peu compliquées à gérer. Mais non, le nouveau format en soi, je ne l'ai pas trouvé déconnant. La pause forcée en Italie, ça ramène un peu à ce qu'il y avait il y a quelques années, où on avait un gros bloc de début de saison, et début décembre, c'était un petit peu vide. Il se passait 8-15 jours où il y avait moins de crosses, où c'était des crosses qui étaient hors Super Prestige, hors trophée, hors Coupe du Monde, et les coureurs choisissaient plus ou moins quand ils se faisaient une pause avant de revenir pleine balle pour Namur, et puis la semaine sainte après, et puis la dernière ligne droite, championnats nationaux, dernière Coupe du Monde et les mondiaux. Est-ce que justement, ça, ce côté d'avoir une petite pause au milieu de la Coupe du Monde, même si bon, c'était plutôt au début, mais ça peut pas aussi aider à faire venir les gros coureurs, de dire bon bah, on vous laisse on vous laisse au milieu de la Coupe du Monde un petit moment pour aller faire votre stage avec votre équipe sur route. La pause, elle est début décembre, elle est pas au milieu de la Coupe du Monde, mais elle est au milieu de la saison de cyclocross quasiment, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient là dès octobre, dès novembre, où ils ont fait 2 mois, et puis après ils reprennent mi-décembre, et on enchaîne avec les 2 mois de mi-décembre à mi-février. Les gros noms, franchement, l'UCI peut faire ceux qu'ils veulent. Mathieu Van Der Poel, il va revenir courant décembre. Wout van Aert, peut-être pareil, ou un peu plus tard. Pidcock, on ne sait pas s'il va revenir, mais c'était un format de saison complètement différent. Et sur ces années, quand il était dans ces années Omega Pharma Quickstep, Stibar, il reprenait déjà la saison en début décembre. Et il l'arrêtait fin janvier aux mondiaux. Donc, c'est toujours plus ou moins ça pour les routiers. Les saisons de Marianne Vos, en général, en cyclocross, c'est à peu près les mêmes. Dès que quelqu'un fait une vraie saison de route, bah oui, cyclocross, il va faire 1 mois et demi à 2 mois grand max. Et clairement, vu le pédigré de ces coureurs-là, ils s'en foutent d'être en première ligne, donc il manque des Coupes du Monde où il y a plus de points UCI pour être mieux classé, bah tant pis, pas grave. Ça change pas grand-chose pour remonter facilement. Mais donc en gros, ce nouveau format de la Coupe du Monde, pour les routiers, on va dire, les gros coureurs qui viennent de la route, ça n'a rien changé, quoi. Bah, franchement, est-ce que Mathieu Van Der Poel, si on lui dit la Coupe du Monde, il y a 3 manches avant, il faut aller aux États-Unis au mois d'octobre, je crois que ça lui change son planning de cyclocross de l'année. Je suis pas sûr qu'il y soit déjà allé, ou alors c'était tout début. Non, mais même qu'il y en ait ou autre, si tu veux gagner la Coupe du Monde, il doit faire. Mais ils s'en foutent déjà de gagner la Coupe du Monde. Oui, il est là en préparation pour les mondiaux, c'est tout. Mais même quelqu'un même un Wout van Aert, quoi, est-ce que la Coupe du Monde de cyclocross, c'est un de ses objectifs? Non, le cyclocross, c'est championnat du monde, et après on passe sur la route, quoi. Oui, c'est pour ça on l'a vu un peu dans le calendrier qu'on avait à la base pour Mathieu Van Der Poel qui illustrait ça. On avait 2 blocs, du côté de la semaine sainte un petit peu avant, et après préparation pour les mondiaux avec Mas Merelen, Ogeride depuis les mondiaux. Donc ça illustre ça un petit peu, ce côté où pour les gros coureurs, les routiers qui font autre chose que du cyclocross, bon, ce qui est important c'est les mondiaux et pas la Coupe du Monde, quoi. Et surtout, l'UCI avait plus ou moins commencé à mettre du chantage en disant s'ils font pas faudrait faire un certain nombre de manches de la Coupe du Monde pour être aux mondiaux, et les gros crossmen qui disaient bon bah ok, on fait pas les mondiaux. Donc c'est un chantage qui se retrouve à être perdant là-dessus. Donc non, la Coupe du Monde,
tant pis, oui, un coureur qui fait que la moitié de la saison, il ne va pas gagner la Coupe du Monde, mais c'est pas grave. L'intérêt pour eux est ailleurs. J'ai presque même envie de dire c'est mieux qu'ils démarrent avec 4 lignes de retard à Mathieu Van Der Poel, parce que du coup, parfois, il y a un peu de suspense. Oui, il lui faut 2 minutes pour parfois, remonter. Non, parce qu'il y a eu 2 virages et d'un seul coup, il est devant, alors qu'il était en 4e ligne au départ. Mais... Alors, au moins, ça permet de voir un petit peu plus la technicité, toutes les facilités de Van Der Poel face à tout le monde. Donc, non, par contre, s'il y avait un commentaire à faire sur le calendrier de la Coupe du Monde, c'est les week-ends où il y a 2 courses qui s'enchaînent, c'est une très bonne idée, je trouve. Par contre, quitte à avoir 5 manches en Belgique et aux Pays-Bas, allez quoi, mais si vous voulez avoir 5 manches en Belgique, 2 aux Pays-Bas, mettez-en 5 d'affilée du 26 au 30 décembre. Qui coupe plus la semaine 5, on s'enchaîne 5 cyclocross en 5 jours. Ah oui, là, oui. Cette année, ils avaient mis Besançon au milieu de la semaine C'était pas le sainte. cas tous les ans, mais on a eu ça l'année dernière et c'était kiffant, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est... Bon, c'est un Coupe du Monde, ça fait peut-être beaucoup, mais en alternant entre Coupe du Monde, trophée, super prestige... Ouais, de sacraliser un peu cette semaine sainte, de la laisser dans le Benelux, et que ça reste par là-bas. Ouais. Johan, quel bilan tu tires de ce nouveau format de la Coupe du Monde Est-ce que ça t'a inspiré quelque chose maintenant qu'elle est finie? Moi, je trouvais que ça faisait... Enfin, du coup, que la saison, c'est tard dans le ressenti par rapport aux dernières saisons. Que vraiment, jusqu'au championnat d'Europe, t'avais l'impression que ça n'avait pas vraiment démarré. C'était un peu pénible, j'ai trouvé. Et après, la Coupe du Monde s'est enchaînée plus ou moins de manière intéressante, mais c'est un peu le problème de tout caler sur la même période. C'est-à-dire que s'il y a un coureur qui est en tête du général et qui se blesse, au hasard, Michael Van Torenhout, bah, s'il part la Coupe du Monde, t'as l'impression que c'est vraiment, il s'est fait voler le truc parce que ce moment-là, il était blessé, il n'a pas pu jouer le challenge. T'avais Elise Orbit qui était très en forme début de saison, il aurait pu être dans le classement, ça aurait pu être un peu plus de suspense, je sais pas, je trouve pas que ça soit mieux. Je sais pas si manche américaine me manque, mais ça me manque une Coupe du Monde qui commence plus tôt quand même, qui soit un peu plus étalée. Après, oui, les week-ends communs c'est très bien. Et la Coupe du Monde étalée, ça pourrait aussi servir à mettre des manches, elles sont plus intéressantes que la manche italienne qui était placée n'importe où par exemple. C'est comme Val di Sole, hein. Ouais. Au moins, c'est vrai qu'on n'a pas eu Val di Sole cette année, qui est visiblement plus là pour montrer que le cyclocross peut se faire sur la neige, alors qu'on le savait déjà, hein, ça dépend de la météo. Après, il y a une tradition italienne des circuits de la Coupe du Monde tout pété. C'est pas que la Coupe du Monde, hein. Oui, parce que le circuit italien tout pété tout court. Mais... Je me souviens, Geoffrey, que nous avait parlé du cross de Rome il y a une dizaine d'années lors du podcast de l'année dernière. L'hippodrome de Rome qui peut être filmé par une caméra fixe parce que tu fais juste tu tournes dans tous les sens sur de l'herbe complètement plate. Pardon, mais Rome c'était trop bien, il y avait des bordures, il y avait des éventails et tout, c'était incroyable. Alors ça, il y avait des pelotons qui faisaient des bordures, quoi. C'était fou. Ça, c'est du cyclocross, hein. Eh ben. T'as l'air, on va dire, un petit peu mitigé, mais pas forcément trop de négatifs, on va dire. Ils ont pas saccagé non plus la Coupe du Monde. Non, bah après ça me fait très très plaisir que Michael Van Torenhout la gagne chez les hommes, le cinnamon chez les femmes, ça me fait plaisir. Il y a des belles courses chez les femmes, chez les hommes, donc. Après, le souvenir général va être bon, donc après, ça dépend forcément de comment la course a été pour que tu apprécies ou non, un peu quel que soit le format, de toute façon. Après, j'ai envie de dire presque aussi désolé l'UCI, mais si d'un seul coup ils nous disent finalement la Coupe du Monde, on l'organise plus, ben c'est presque pas grave. En fait, parce qu'il y a tellement de courses de partout que... Surtout aujourd'hui, on a un accès total à la diffusion dans plein de pays, mais... Si on veut regarder du cyclocross et qu'il n'y a plus de Coupe du Monde, c'est pas grave. Entre le super prestige, le trophée ou des crosses indépendants, j'ai toujours eu un peu de mal à m'accrocher moi aux challenges sur l'année, en cours de saison. Sur la fin de saison, parfois je regarde un peu ce qui se passe, mais la Coupe du Monde a toujours tendance à se dire il reste suffisamment de courses, il y a des mecs qui vont revenir, on ne sait pas trop à quoi va ressembler le classement, et quand tu arrives à 3 manches de la fin, tu dis ah bah en fait on sait qui va gagner. Oui, toi, c'est plus les cyclocross pris individuellement qui t'intéressent et les classements généraux de la Coupe du Monde, du Super Prestige, du X2O Trophée, bon, c'est annexe, quoi. Non, ça dépend, franchement. C'est plus le X2O ces dernières années qui, je trouve, a vraiment du mal à être intéressant. Mais
Le classement autant, il y a quelqu'un qui écrase 2 courses et ça y est, c'est fini, quoi. Il y en a plein qui commencent à dire bon bah je suis à 4 minutes, je vais commencer à faire des impasses et du coup ils se retrouvent à 9 minutes. C'est vrai qu'on le voit là chez les femmes, il reste encore 2 manches. Lucinda Brandt, il suffit de finir à 4 minutes 59 de la vainqueur sur une des deux pour avoir gagné, puisqu'elle a quasiment 10 minutes d'avance. On n'oublie pas spécificité de classement en ex-bel, il y a des bonifications à la fin du premier tour, mais pas à l'arrivée. En plus. Donc oui, voilà, sachant que là, sur les X2 trophées, tu perds au maximum 5 minutes, que tu sois présent ou non. Ce qui fait qu'au Koppenberg, tu peux arriver à avoir 6 ou 7 coureuses qui ont leur temps réel. Et derrière, les écarts sont tellement grands que tout le monde est revenu à 5 minutes. Pour le classement général du X2 trophée chez les femmes, c'est joué, c'est pour Lucinda Brandt devant Femme Van Empel. Voilà, c'est pas le plus gros suspense de cette fin de saison de cyclocross. Non, le plus gros suspense, c'est le super prestige féminin. Il reste une manche, il y a un point d'écart entre Lucinda Brandt et Alvarado. Là, ça va être sympa à suivre. La dernière manche de super prestige qui est le 8 février, donc c'est la semaine après les mondiaux. Middelkerk. Voilà, donc il y aura encore des crosses intéressants à suivre après l'hiver. Alors on a pas mal parlé du bilan global de la saison et un petit peu de ce qu'on pouvait retenir de cette nouvelle formule de la Coupe du Monde. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui s'est passé chez les hommes d'abord. Avec, bon, vous l'aviez évoqué, je pense qu'on n'aura pas forcément beaucoup plus à en dire que ce que Geoffrey et Yoann vous en aviez dit au début de ce podcast. Mathieu Van Der Poel qui a dominé la saison. Il est sorti 7 fois, il a gagné 7 fois. Avec 5 manches de la Coupe du Monde, le Super Prestige de Moll et l'Exact Cross de Loenhout. Est-ce qu'on peut dire que Mathieu Van Der Poel, qui certes a moins couru que prévu, à cause d'un problème aux côtes, survenu sur une chute fin décembre, est-ce que Mathieu Van Der Poel il a été encore plus hors concours, hors catégorie que les saisons précédentes ? Il n'avait jamais fait 100% encore. Oui. Chez les élites. Oui. En effet. Bon, il faudra voir s'il gagne bien les mondiales. Sur le nombre de courses, c'est moins impressionnant que d'autres saisons. Mais... Après, oui, forcément, sur 7 courses, entre guillemets seulement, il n'y en a que 7 à les gagner. Alors que... Oui, c'est sûr que c'est moins impressionnant quand il faisait 37 courses dans l'année et qu'il en gagnait 36. Mais... Oui, mais on voit la saison dernière, il en fait 14 et il en gagne 13. Je crois de mémoire, c'est juste Benidorm qui le perd sur une chute. Ouais, c'est ça, Benidorm, il fait 5 l'année dernière. Et voilà, 2019-2020, il gagne 24 sur 25. Donc 2018-2019, plus impressionnant, 32 sur 34. Ouais, continuer à remonter, ça va être pire ou mieux, ça dépend de comment. Alors, il a déjà fait un perfect chez les juniors 2012-2013, 25 sur 25. Mais d'un autre côté, sa première année chez les juniors, il doit toutes les gagner, sauf une ou deux déjà. Donc, c'est ça, sauf 2. Quand t'es quasiment sans faute en junior première année, a priori junior deuxième année, ça va bien. Oui, ça va, c'est quand même pas trop mal. Et sur celle qui gagne pas, il y a un podium Van Aert, Jauregui, Van Der Poel. Ah, pas mal le Jauregui. Ah ouais. Et donc bon, Mathieu Van Der Poel, entre guillemets, Geoffrey, il a fait du Mathieu Van Der Poel, quoi. Ouais, puis avec la manière, dès son retour à Zonhoven, mettre tout le monde KO tout de suite, les autres, je sais plus laquelle, j'avais regardé le classement, il avait une avance telle il y a eu plus de coureurs qui l'a forcé à arrêter parce qu'ils avaient un tour de retard que de coureurs qui ont fini la course. Ah oui. Donc, c'est même arrivé plusieurs fois, ça, tellement au moment de la semaine sainte, il y a du monde, mais c'est vraiment impressionnant. Il fait des gros écarts, il n'y a jamais vraiment eu de suspense. La seule fois où il y a eu un mini suspense, c'est parce qu'il a mis son démarrage au bout du 3e tour et pas du premier. Ouais, il y en a où c'est un peu plus long à remonter, mais bon, il est vraiment au-dessus, il n'y a personne qui a semblé en mesure de vraiment l'inquiéter. Même la dernière Ride, quoi. 2 minutes d'avance sur Ride, quasiment, ça arrive jamais sur ce circuit-là. C'est en général toujours un circuit où c'est bien serré, on va dire que ça se joue au sprint, mais c'est rare d'avoir quelqu'un qui prend une telle avance sur ce circuit-là, et là, il y avait un chaos total. Il écrase complètement la concurrence, même Van Aert, et on peut pas dire que c'est un mauvais Van Aert, parce qu'en fait, si on regarde l'écart entre Van Aert et les autres, ça reste impressionnant aussi. Donc, non, la saison qu'il fait est impressionnante. C'est condensé en un mois, mais
quel mois, quoi. Ça fait qu'il n'y a a priori pas spécialement de suspense, quoi. Le seul suspense qu'on se rajoute indirectement pour la course de dimanche, c'est s'il la gagne, ça fait qu'il égale le record d'Eric de Vlaeminck. Ce qui lui ferait un 7ème titre mondial. Et la question, elle est plus autour de ça, de qui le battre, quoi. Ouais. C'est son objectif, il est là pour ça. On a l'impression qu'il n'y a pas forcément grand-chose pour l'arrêter. Johan, est-ce que aussi, outre sa domination, alors certes, sur 7 courses, plus facile de gagner les 7 que sur 20-30, mais est-ce que Mathieu Van Der Poel, intrinsèquement, a été encore plus fort cette saison, cet hiver, que les saisons précédentes? Je trouve pas qu'il était plus fort que l'an dernier, où déjà il faisait des courses absolument abominables. Donc, en fait, c'est compliqué de se dire ah ouais, il a gagné 20 secondes, il a perdu 10 secondes par rapport à t'écrases une course. Donc, ça revient un petit peu toujours à la même chose. Il y aurait une opposition, on pourrait faire des comparaisons, mais comme il n'y en a pas, c'est. Ouais, Dire qu'il était plus ou moins fort, c'est compliqué. Hein. Oui, voilà, hormis comparer le nombre de victoires, vu qu'il n'y a personne à son niveau, c'est. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il est à fond ou pas dans l'entraînement? C'est même pas sûr. Donc, lui, ça se trouve, il fait exprès d'être un peu moins fort que l'an dernier. Hein, donc. C'est vrai que tu disais un peu sur la technique, il y a 2-3 moments où on le voit moins impérial que. Ça se trouve, il fait pas seul, il touche pas son cyclocross de la semaine et puis il vient juste le dimanche pour sortir son vélo de cross et puis voilà. Hein. Oui, c'est ça. Peut-être que maintenant, il est tellement fort qu'il a plus besoin de faire beaucoup d'entraînement. Puis il sort le vélo de cross, il vient avec sa Lamborghini pour la pub. Tout le monde en parle, il gagne le cross, il rentre chez lui. Bon, bah voilà, j'ai fait mon entraînement télévisé. Bon, c'est laquelle, sa Lamborghini? Maintenant, pour Van Der Poel, quand même, attention, parce que les années où il était déjà au top, là, quand tu listais Mathieu, il y a quelques années où on disait, il a gagné toute l'année, là, les mondiaux, il va encore les gagner, il va dominer, et puis plusieurs fois, il s'est retrouvé à se faire un peu avoir, quoi. Oui, c'est-à-dire que là, ce qui s'est passé pour Van Der Poel, c'est presque pas important. Ce qui compte dans la saison de Mathieu Van Der Poel, maintenant, depuis quelques saisons, c'est le mondial, et c'est tout. Clairement, Mathieu Van Der Poel, il était ultra impressionnant toute l'année. Maintenant, s'il finit pas champion du monde, ouais, on peut dire qu'il a raté sa saison. Parce que c'est ça son réel objectif. J'ai souvenir de, je sais plus c'était en quelle année, entre 2017-2018, les mondiaux à Valkenburg. Il fait une année où il écrase tout, ou presque. Il y avait encore un peu match avec Van Aert, donc c'est pas dans une année où il a 99% de victoires, mais il doit avoir une bonne trentaine de victoires en quasiment 40 courses. Mais sur les mondiaux, il se fait écraser, il finit derrière Van Aert et Van Aert. Cette saison-là, malgré la quasi-trentaine de succès, je pense pas que Mathieu Van Der Poel la considère comme une saison réussie. Oui, donc on va dire qu'il faudra attendre dimanche pour juger la saison de Mathieu Van Der Poel. On verra bien. Il part bien quand même, a priori. Oui, ça, y a pas trop. Sur le papier, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Hormis une chute, un pépin sorti de nulle part, ça devrait le faire, quand même, mais bon. Il reste toujours la petite glorieuse incertitude du sport. Donc on va pas crier victoire trop vite non plus. Anselme, qu'est-ce que tu dirais de la saison derrière Mathieu Van Der Poel? Parce que bon, on a dit que Mathieu Van Der Poel a dominé les débats. Ça, bon, ça fait pas trop, il y a pas trop de questionnement autour de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu retiens derrière le Néerlandais? Derrière, c'était plus serré. Même si on a 2-3 coureurs qui ont été, on va dire, plus réguliers. Hein, pour moi, Van Torenot semble le plus fort des autres. Il va d'ailleurs gagner la Coupe du Monde, mais je l'ai trouvé assez régulier, sans vraiment trop de trous d'air. Il y a un moment où Lorenz Sweck me semblait aussi très fort, mais il a quand même connu il y a eu des courses où il était vraiment très en retrait. À Benidorm, par exemple, il est au-delà du top 20. Besançon, il est 18e, donc ça fait très loin. Van Torenot, on avait regardé avant le podcast, on en parlait, il a une seule course hors du top 10 et un DNF, donc ça montre quand même une grosse régularité derrière. Et ouais, moi, je connaissais de nom, mais je connaissais pas vraiment, c'est Van de Put, qui fait une très très solide saison et qui va sûrement remporter le Super Prestige. Et que j'ai trouvé
assez, on va dire, pas impressionnant, mais très régulier, très à l'aise. Alors, il est un peu en retrait dernièrement, sur les dernières courses. Mais on va dire que l'année prochaine, quand je suivrai plus attentivement ce qu'il va faire. Mais non, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la densité et on va dire, le fait que dans le top 10, on retrouve et souvent les mêmes noms et 10-15 gars qui, sur une course, peuvent aller chercher un podium selon, on va dire, leur forme ou les circonstances de course. Donc c'était très plaisant. Johan, est-ce que ça c'est quelque chose qui t'a plu sur cette saison, le fait d'avoir une dizaine, peut-être un petit peu moins, de coureurs qui peuvent se jouer la victoire et où à chaque fois on sait pas forcément qui va gagner et que tous peuvent gagner? Oui et non, parce qu'après il y a le côté, il y a tes chouchous que t'as envie qu'ils gagnent tout le temps, mais, Oui, bien sûr. mais oui, c'est agréable d'avoir des coureurs qui changent et qui varient, et puis d'avoir des coureurs qui commencent à impacter un petit peu plus le peloton du cyclocross. Un Mille Lestrange par exemple qui commence à être vraiment costaud, des coureurs comme ça qui commencent à se montrer, c'est très agréable. Donc ça donne du corps à la course et pas juste avoir 3-4 coureurs qui vont jouer toutes les courses. Donc oui, forcément ça donne un peu d'intérêt aussi. J'ai presque fait un AVC quand t'as divers trains. Oui, non, mais Moi aussi. Moi aussi. Je me suis dit, attends, c'est vers Stringue, je crois, non? Le Mimile, là, tu vois. Non, mais ouais, lui ou Joran Wieser, je m'attendais pas à le voir gagner. Joran Wieser, je m'attendais pas à le voir aussi régulier cette année après son succès. Je pensais que le succès ce serait là au milieu de rien quand il a gagné au Super Prestige en début de saison, mais finalement il a continué à être bien présent après. Donc, enfin, on voyait plus ou moins tous ceux qui étaient là ces dernières années qui étaient encore un peu là. Un Sfeck globalement déclinant, mais toujours là sur le sable enfin, il a eu un gros moment fort, notamment court novembre. C'est vrai qu'il commence à faire un peu du Tom Meusden à cibler les courses. Ouais. Mais oui, puis un Michael Van Torenhout qui se retrouve être vachement plus présent dans la course dès qu'il n'est pas toujours la tête dans les rétroviseurs, essayer de trouver Elise Herbit. Donc c'est pratique pour lui qu'Elise Herbit soit plus loin sur certaines courses. Ouais, c'est vrai que pour le coup, Elise Herbit, c'est un coureur qu'on a peut-être un petit peu moins vu cette saison parce que on avait l'habitude de le voir beaucoup gagner. J'ai noté là, en regardant les manches de Coupe du Monde, Super Prestige et X2O Trophée, il est à 2 succès. Et depuis son passage, depuis sa première saison élite complète, c'est la première fois qu'il gagne aussi peu, entre guillemets. Il faut dire aussi qu'il avait révélé après la manche de Coupe du Monde de Namur qu'il souffrait d'une douleur dans la jambe gauche depuis l'automne 2022, qui était plus ou moins forte, et une douleur au quotidien, et que sur le vélo, des fois, il a peu mal, des fois il a très mal, et comme c'était le cas à Namur justement, c'est qu'il avait forcé à abandonner, et on l'a vu particulièrement durant l'hiver, où Elise Herbit a été souvent un peu gêné par sa jambe gauche. Et finalement, entre guillemets, peut-être que ça a profité aussi à Michael Van Torenhout quand on sait à quel point les coureurs de la Powell ont l'habitude de faire des courses d'équipe un peu. Michael Van Torenhout qui se retrouve donc vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. Avec les victoires à Dublin et à Namur. Et après aussi par rapport au fait qu'on a beaucoup de coureurs différents qui ont gagné, j'étais allé quand même chercher la stat, simplement en regardant les manches de Coupe du Monde X2O Trophée et Super Prestige toujours, histoire d'avoir un comparatif à peu près stable au fil des saisons. On a 9 coureurs qui ont gagné au moins une manche de l'un de ces 3 trophées, et c'était déjà le cas l'année dernière, mais c'est sur ces 10-15 dernières années, c'est un record. On n'a jamais eu autant de coureurs différents à gagner une manche de Coupe du Monde Super Prestige ou X2O Trophée. Donc ça appuie le fait qu'on a beaucoup de coureurs différents qui gagnent. Et encore, vous avez cité des coureurs qui n'ont pas gagné. Emil Verstringe, par exemple, n'a pas gagné cette saison. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de coureurs très talentueux qui peuvent venir faire des places d'honneur, mais sans gagner. On a Joris Nieuwenhuis aussi, qui n'a pas beaucoup couru, qui a été blessé, mais qui est dans le même cas, qui n'a pas gagné non plus au cours de l'hiver. Donc, il y a cette incertitude
qui est intéressante. C'est ça un petit peu le côté incertitude et Cette variété, on l'a aussi côté féminin, parce qu'on sortait de 2 ans où Femme Van Empel était un peu vraiment au-dessus. Et l'année d'avant, on a vu le match à 3 entre les 3 de la génération 2002 avec Peters et Van Roy. Mais là, il y a, il y a elle, il y a Lucinda Brandt, il y a Céline Alvarado, mais à côté, comme il le disait en début de manche, il y a Cata Blanca Vaz qui a gagné, il y a Marie Schreiber qui a gagné, il y a Zoe Bachstedt qui a gagné. Donc, c'est bien d'avoir ça quand on a passé quelques années où il y avait eu autant de domination par un coureur ou une coureuse, ou parfois les deux. ouais, quelques années où ça tournait Elle en n'a rond. pas gagné Zoe Bachstedt. Hein. Non, Bachstedt, elle n'a pas gagné une course cette année? Non. Non, elle est toujours placée, toujours dans le top 5, mais... elle a même pas été championne de Grande-Bretagne puisqu'elle n'était pas au départ. Elle a pas. Ah non, c'est l'année dernière qu'elle gagne. On aura J'avais l'occasion. en souvenir sa victoire large sur, comment dire, à Gullegem, mais c'était l'année dernière. Autant pour moi. On aura l'occasion d'ici quelques minutes d'évoquer le cas des femmes, mais par rapport à la comparaison entre les années, justement, j'avais vu des hivers 17-18 et 18-19, on n'a que 3 coureurs différents qui avaient gagné. Avec, bon, à chaque fois, Van Der Poel, Van Aert. Ouais, enfin, quand Mathieu Van Der Poel gagne 18 courses sur 20 qui sont dans les challenges. C'était 20 et 21. Donc en effet, ça laisse pas beaucoup de... Sur 23, 24 courses. Donc, ouais, voilà. Ça laissait à peine quelques miettes à Wout Van Aert, et puis tout Aert, c'est Lars Van Der Haar, qui avait gagné les autres sur ces 2 saisons. Et donc ça illustre bien le sacré changement. Aussi aidé, il faut quand même le reconnaître, par le fait que Van Der Poel et Van Aert courent beaucoup moins qu'il y a 5-6 hivers de cela, quoi. Donc forcément ça aide. Après c'est aussi, un peu le constat qu'on se faisait quand on parlait de cyclocross il y a 5 ou 6 ans. On se disait qu'est-ce que ça serait le suspense dans tous les sens derrière les deux qui écrasaient tout. Parce qu'il y a eu 2-3 ans où les deux partaient ensemble au bout d'un tour et demi, puis il se passait rien pendant 5 tours, et puis dans le dernier tour et demi, ils se mettaient des mines et l'affrontement était juste sur la fin. Bah là, c'est vraiment ce qu'on a eu cette année. Mais pareil côté féminin, où Femme Empel a pas dominé comme ces dernières années, donc c'était vraiment une chouette saison. Une des meilleures saisons de cyclocross d'ailleurs pour moi que j'ai eu l'occasion de suivre en entier ces dernières années, justement par rapport à ça. Ouais, bah, formidable. Aussi un petit point pour finir sur les forces en présence chez les hommes. Est-ce qu'on assiste aussi en quelque sorte à vraiment la nouvelle génération qui arrive vraiment à maturité cette saison? Parce qu'on avait l'habitude de voir depuis quelques saisons les Van Torenhout, les Iserbyt, les Van Der Haar, les Sweck se jouer les premières places. Et là cette année on voit Thibaut Nice qui est champion d'Europe, on a Nils Van de Putte qui gagne pour la première fois en Coupe du Monde, on a Joran Weiser, on a Pim Ronard, Emil Verstringer, on a Tibor Del Grosso qui est champion des Pays-Bas chez les élites, même s'il est encore... qui va commencer à beaucoup courir chez les élites à partir de l'année prochaine. Voilà, puisque Tibor Del Grosso est encore espoir. Donc on a justement en quelque sorte 2 générations qui s'affrontent. Ouais, après, si on regroupe certains dans la même génération, enfin Nils Van de Putte est déjà un peu plus vieux, mais à ce compte-là, je veux dire, un Elie Iserbyt, c'est pas non plus la même génération qu'un Lars Van Der Haar. Donc, oui, non, bien sûr. Non, mais c'est pour dire... Mais oui. Mais en quelque sorte... Il y avait un petit lot chez les espoirs qui était assez regroupé, et on pourrait aussi ajouter côté belge un Jente Michels dedans. Et ils sont en train de tous arriver à maturation, et c'est bien d'avoir ce gros mélange de plein de coureurs qui sont là. Et à côté de ça, on en a quand même qui sont un peu... qui passent un peu à côté de leur saison. Hein. Un Ryan Camp, par exemple, je l'attendais un peu plus présent. Le seul moment où on a vraiment parlé de lui, c'est pour l'incident avec Elie Iserbyt. Cameron Mason. Il est transparent, Mason. Génial non plus. Mais... même Pim Ronard, il fait pas une très bonne saison comparé à l'année dernière, je trouve. Il a des bons résultats, mais... C'est vrai que l'année dernière, Pim Ronard, il avait 2 succès. Enfin, il avait plusieurs succès, en tout cas j'en ai noté 2 en Coupe du Monde Super Prestige et 2 autres trophées. C'était pas le cas cette année. L'année dernière, il avait pas énormément sur la Coupe du Monde et il avait gagné 2 manches de Coupe du Monde. Là, son calendrier était un peu différent, c'était un peu plus mélangé pour plein de monde, mais un peu en dessous, mais il a fait quand même des perfs assez solides par moment. Oui, bien sûr.
Après, ouais, il y a ce truc où il partait très fort, il s'écroulait derrière. Enfin, je sais pas, je m'attendais enfin, de l'impression qu'il m'a donné la saison dernière, je m'attendais à mieux de lui cette saison. Après, ça a été toujours un peu le style de Pim Renard de s'écraser parfois sur certaines courses alors qu'il partait bien, hein. Je sais plus si c'était Troyes ou Flamanville, la manche de Coupe du Monde qui était entre les deux qui gagnent l'année dernière. Il est avec les meilleurs pendant quelques tours et d'un seul coup on le voit plus du tout et il finit genre 15-20e. Donc ça. Ouais, Enfin, il y a déjà eu ça sur plusieurs crosses où il part bien et d'un seul coup il disparaît complètement de la circulation et ça se demandait s'il a pas abandonné. Puis quand on voit le classement, on dit ah bah non, tiens, il est 12e. Mais voilà, faut juste qu'il arrive à Donc, tenir un petit peu plus sur la durée, sur l'entièreté d'un cyclocross, et peut-être aussi un petit peu plus sur l'ensemble de la saison, arriver à tenir ses performances. Pour finir sur ça, sur cette nouvelle génération qui arrive à grands pas, Anselme, est-ce qu'il y a un coureur en particulier que tu attends pour la saison prochaine? Bonne question. Bah, je vais voir, enfin, j'attends de voir ce que va faire Del Grosso, mais c'est plus à quel point il va pouvoir jouer les premiers rôles parce que on l'a déjà vu avec les élites qu'il avait largement le niveau. Et donc, c'est plutôt d'attendre de voir ce qu'il va faire quand il va courir tout le temps avec eux. Parce que autant je comprends qu'il a envie d'aller gagner en espoir, autant vu son niveau aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Après, en cyclocross, c'est pas forcément pareil que la route. Et non, bah, il n'y a pas de derrière. Je vais continuer à regarder un peu tout le monde avec un œil évidemment attentif sur certaines nationalités du sud de l'Europe. Évidemment. Johan, est-ce qu'il y a un coureur en particulier parmi les jeunes qui montent, qu'il va falloir garder à l'esprit pour l'hiver prochain? Bah, Del Grosso, hein, clairement, qui est déjà monstrueux, qui a tenu tête à Laurent Sweck à Coxside, qui est quand même quelque chose. Donc, qui se balade en espoir et qui, clairement, déjà devrait être plus dans la catégorie espoir parce que ça n'a pas grand intérêt, mais. Ça, après, oui, qui c'est va c'est un autre débat, après, oui. Non, mais de toute façon, en fait, on voit depuis quelques années qu'à chaque fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu, il y a eu une très grosse génération en 93. Tour de Venturino, Tourners, Landsweck, Venturini aussi à l'époque, enfin, des choses comme ça. Et après, à chaque fois, tu as deux coureurs par génération qui explosent. Tu avais Etherbeat et No Advance, Joris Novis, ensemble. Tu as eu Thibaut Nice qui a explosé tout seul. Tu as Linz Van de Put qui a explosé un peu tout seul. Et après, tu as comme ça un coureur qui se rajoute par-ci par-là à chaque fois. Donc, a priori, le prochain, c'est Del Grosso. Je suis pas sûr qu'on ait d'autres avec lui qui vont exploser. Ou en tout cas, qui sont déjà un petit peu plus vieux. Après, c'est à voir peut-être plus tard sur ceux qui arrivent, qui sont du côté des anciens juniors, qui font déjà très des gros résultats en espoir, des choses comme ça, mais après on verra plus tard, quoi. Bon, on a l'occasion encore de voir ces coureurs pour plusieurs hivers, plusieurs saisons. En tout cas, il y a de quoi faire encore. À présent, je vous propose de passer au bilan de la saison chez les femmes. Vous aviez évoqué un petit peu, vous aviez commencé à partir sur le sujet. Ça a été une saison pour vous qui était assez ouverte. Peut-être par le fait aussi que Femme Van Empel a moins dominé que la saison dernière. Bah, de toute façon, le fait qu'elle ait moins dominé, en fait, ça fait tout le sel de la saison. Il y a quand même eu un certain nombre de courses où elle a écrasé la course, où elle était largement au-dessus, mais le fait qu'il y ait beaucoup de duels serrés, y compris de duels serrés avec elle, pas que des courses ratées de sa part, c'est des fois elle était juste au niveau à peu près des autres, ça a donné tout l'intérêt. Il n'y a pas eu non plus le côté où elle, Peters sont au-dessus des autres et les autres doivent s'accrocher. Non, c'est Alvarado est au niveau, Lucinda Band est au niveau, Marie Schreiber était au niveau, Zoe Bachsted était au niveau, et du coup, il y avait un roster de 7-8 coureuses comme ça qui pouvaient jouer les premiers rôles devant et donner des très belles courses, donc avec même un gros écart en général par rapport à ce qui suivait derrière. Et ça a vraiment donné des choses hyper sympas à suivre. Donc il y a eu une belle saison, ça variait, les courses variaient, on n'avait pas toujours la même vainqueur, on avait des courses un peu différentes, on ne savait jamais trop à quoi on s'attendait. Il y a des tendances un petit peu, Lucinda Brand est bonne sur les Coupes du Monde, enfin elle est bonne un peu partout, mais elle est très bonne sur les Coupes du Monde, et Alvarado est meilleur sur les courses belges, des choses comme ça, mais après, ça donnait quand même, ça n'empêchait pas d'avoir aussi à chaque fois un gros intérêt à suivre. Parce que alors,
j'évoquais le cas de Femme Van Empel qui a moins dominé. En termes de chiffres, elle a gagné quand même 10 fois cette saison, c'est celle qui a le plus gagné, c'est pas rien non plus, mais 10 victoires en 19 courses, alors que lors des 2 dernières saisons, c'est 19 victoires sur 21 courses, et 2022-2023, 16 victoires sur 24 courses. Donc là, elle est à un ratio à peu près de une victoire toutes les 2 courses, 50% de victoire à peu près, c'est moins que ce qu'elle a pu faire lors des 2 derniers hivers. Geoffrey, est-ce que toi aussi c'est ce que tu retiens de cette saison chez les femmes, le fait que IFM Van Empel qui continue toujours à gagner, mais moins, c'est qu'on ait davantage de coureuses qui soient en mesure d'aller gagner et qu'on ait plus d'incertitude au départ des courses? C'est ça, parce que quitte à être dans les stats classement, on pourrait se dire qu'en plus du fait elle a gagné une course sur 2, du coup elle a perdu une course sur 2, c'est qu'elle a été battue par plein de personnes différentes. Parfois elle gagnait pas, et c'était Lucinda Damrand qui gagnait, parfois c'était Céline Alvarado qui gagnait, ça a été Puck Peters qui gagne. On va forcément l'évoquer, Masmeralen pour Johan Casablancas qui gagne. Il y a eu, il y a eu vraiment pluralité de coureuses à jouer la gagne. Et même dans les places d'honneur, avec certaines qu'on est habitués à voir juste en fond de top 10, qui parfois ont joué le podium ou ont été sur le podium. Marion Norbert-Riberol, Laura Verdon-Scott, un peu en début de saison, Inge van der Heyden, qui a fait quelques podiums. Sarah Casasola, qui a un peu disparu sur la fin de saison malheureusement, mais qui a fait un excellent début de saison. Anne-Marie Vorst, qui a été blessée, mais qui a été pas mal de fois 4e ou 5e. Enfin, il y a vraiment une bonne rotation, alors que parfois, en général, c'était un peu la même hiérarchie. On était, chez côté féminin, ces 2 dernières années, on avait Van Empel devant, et si elle gagne pas, c'était toujours les 2-3 mêmes qui gagnaient, et derrière, c'était toujours à peu près les mêmes qui étaient 2-3 places derrière, et ainsi de suite. Là, ça se chamboulait vraiment, et c'était vraiment très plaisant à suivre, parce que d'une course à l'autre, au départ, on voyait presque tout le monde à chaque fois, ou quasiment les mêmes, mais à chaque fois, il y avait des rotations qui brillaient, qui jouaient le podium, qui jouaient le top 5. Enfin, c'était vraiment plaisant à suivre. Donc, moi, sur mes chiffres, quand j'avais préparé, je m'étais noté que Femme Van Empel, Lucinda Damrand et Céline Alvarado s'étaient répartis assez équitablement les manches de Coupe du Monde Super Prestige et qui étaient au trophée avec 7 victoires chacune dans ces trois trophées. Mais il faut pas s'arrêter à ça pour faire le bilan de la saison, que certes elles ont gagné 7 fois chacune sur ces 3 compétitions, mais il faut voir plus loin que les résultats, plus loin que les chiffres, et que elles ont peut-être gagné 7 fois, mais ça a été très compliqué pour elles d'aller chercher ces succès. Sur certaines courses, oui, et après aussi pour aller plus loin que les chiffres, elles ont aussi après des ambitions différentes pour le reste de l'année. Une Femme Van Empel, on va la revoir dans certaines courses sur route, Lucinda Damrand aussi, mais les deux, on va pas les revoir dans les mêmes courses sur route nécessairement. Et une Céline Alvarado, elle va faire quelques courses sur route, mais on va surtout pour la revoir jouer la gagne dans certaines épreuves, on va surtout attendre le mois d'octobre prochain, a priori. Donc c'est aussi des manières différentes d'aborder le cyclocross. Et puis, quitte à évoquer aussi quelqu'un d'autre, le beau round de fin de Sanekant, qui a réussi à être dans le coup sur certaines petites courses, je m'y attendais presque plus, et qui gagne une course, sa victoire au Tegem, première course hors championnat de Belgique qu'elle fait sans le maillot championne de Belgique depuis 15 ans qu'il le gagne. Je trouve que c'était une image assez sympa à voir, même si le cross d'Otegem il est en dehors de tous les challenges, c'est vraiment une plus petite épreuve, mais... Oui, ça reste une image marquante, Sanekant qui prend sa retraite au terme de cette saison, et qui avait justement décidé de ne pas être au départ du championnat de Belgique qu'elle avait remporté sans interruption depuis 2010. Donc ça datait un petit peu. Mais ça fait bizarre d'ailleurs, même maintenant, de voir quelqu'un d'autre avec le maillot de champion de Belgique. Mais c'est trop bizarre. Hein. Norbert-Riberol, le champion de Belgique, fait attends, changer Sanekant. Rends le maillot à Sanekant. Mais oui, voilà, ça fait partie des choses qui commencent à changer. Forcément. Parce qu'autant Schreiber, il a à peu près le même physique que Majorus, donc ça passe, tu vois, ça choque pas autant, mais là, c'est pas du tout la même coureuse, quoi. Après, maintenant qu'on on parlait de stats il y a quelques minutes, Mathieu, est-ce que tu as été chercher niveau stats le doublé championnat de France, championnat de Belgique sur une carrière, il n'y en a pas beaucoup. Ah non, en effet, ça
Ça, c'est pas très court, hein, puisque Marion Norbert-Riberol avait changé de nationalité sportive 1 ou 2 ans après son titre de championne de France. Donc maintenant, elle est sous les couleurs de la Belgique et donc championne de Belgique. Voilà, Marion Norbert-Riberol qui s'est aussi plutôt pas mal illustrée, un peu plus en second rideau, mais elle était quand même plutôt à un bon niveau également sur cette saison. Est-ce que il y a une autre coureuse dont on n'aurait pas forcément parlé, peut-être Casablanca Vas pour Johan? Oui, bah, elle s'est remis au niveau après avoir des années où c'était un petit peu plus compliqué. Et puis là, elle donne son meilleur, quoi. Techniquement, elle fait des moments où elle fait des dingueries. C'est incroyable, c'est formidable. Et après, ça me manque un petit peu de force par rapport à certaines coureuses, mais c'est très très beau à voir. Et il y a moins que ça soit encore plus haut sur un événement qui arrive à la fin de semaine. Ah, tout hasard, comme ça. C'est vrai que... Juste pour dire, parce que on parlait des stats, Lucinda Brand elle a fait 27 courses, c'est 27 podiums cette année. Hein. Ah, la régularité, c'est quand même... c'est quand même sacrément costaud aussi, ouais. Elle se place bien. Pour finir, on va passer aux pronostics pour les championnats du monde, qui sont donc ce week-end à Liévin, dans le nord de la France. On va voir pour le petit programme un peu précis. Dis dans le Pas-de-Calais, sinon les mecs du Pas-de-Calais ils vont l'avoir mal si tu dis que c'est dans le nord. J'ai dit dans le nord de la France, pas dans le département du Nord, parce que c'est bien dans le département du Pas-de-Calais. En effet, c'était pour situer géographiquement de manière assez sommaire. Et donc, Liévin dans le Pas-de-Calais. Tu fais bien de le préciser, Geoffrey. Chacun tient à ses départements, et il a raison. Au niveau du programme, on a le relais par équipe. Vendredi à 12h30 qui va lancer les compétitions, puis on aura samedi la course femmes junior, puis la course espoir homme, et pour finir, aux alentours de 15h, la course élite dames, et dimanche, eh bien, on inversera, ce sera les juniors hommes le matin, les espoirs dames vers 13h, et les élites hommes à 15h. Voilà pour le programme assez sommaire, pour les compétitions que vous pourrez retrouver donc ce week-end à Liévin. Quels seraient vos pronostics, messieurs? Alors, on va commencer par les hommes. Je ne veux pas vous faire l'affront de vous demander votre pronostic pour la victoire. J'imagine que ça va être Mathieu Van Der Poel. Coupez-moi si je me trompe. Mais qui pour vous accompagnerait Mathieu Van Der Poel sur le podium, qui prendrait les 2e, 3e places sur le podium, donc si on considère que c'est gagné pour Mathieu Van Der Poel, qui est en tout cas le principal favori. Geoffrey, ça serait quoi ton pronostic pour le podium? Pour le podium, je pense que, pour le podium derrière Mathieu Van Der Poel, je pense que c'est un match à 3 pour les 2 places qui restent entre Wout van Aert, Joris Nieuwenhuis et Michael Vanthourenhout. Je vois bien Michael Vanthourenhout finir devant Wout van Aert comme meilleur belge et les voir faire 2 et 3. Est-ce que justement le circuit liévien, ça peut convenir à ce genre de coureur? Oh oui, surtout avec les conditions météo qu'il risque d'y avoir. Ça va bien leur convenir. Après, à voir à quel point s'il fait plus froid que prévu et que ça reste gelé, ça va être bien différent. Mais la tendance actuelle pour la météo, ça laisse présumer un bon bourbier avec de la boue très humide. Je suis pas à Liévin, mais là où j'habite, c'est même pas 40 bornes à vol d'oiseau. Il est encore en train de pleuvoir là maintenant au moment où on enregistre le podcast. Donc, ça prépare bien le terrain. Les champs sont encore bien inondés un peu partout, donc ça va être un sous-sol bien humide. Et si ça gèle et que ça dégèle et que ça regèle et que ça redégèle, ça va être bien moche. Ça va être bien sympathique. Anselme, ça serait quoi ton pronostic pour le podium derrière Mathieu Van Der Poel? Bah, moi, du coup, j'ai mis Thibonis et Van Aert. Alors attention à la prononciation. Thibonis, je crois. Ouais. Alors, de s'énerve, mais oui. En nom de Crossman, quand même, Nice, c'est pas le nom le moins connu. Enfin, t'en as un qui a dit Vestringe. Ah, ça balance en plus. Mais donc, tu crois en Thibonis pour monter sur le podium Bah, ouais, je sais pas, j'y crois bien. Je me dis que ça peut être. Comment dire, coureur à suivre. Après, je maîtrise pas autant le circuit que mes chers collègues ou les caractéristiques des coureurs, mais il m'a fait bonne impression. Donc non, je pense qu'il peut faire podium. Après, pareil, je l'ai dit, mais c'est tellement serré, on va dire, que
il y a 4-5 coureurs où je me dis, dans une bonne journée, ils peuvent jouer le podium. Van Aert, je le mets sur le podium parce que ça reste Van Aert, mais en même temps, je me dis qu'il y a un monde où il n'est pas sur le podium. Donc, pour moi, en fait, la seule certitude, c'est Van Der Poel, qui, s'il ne gagne pas, ce serait la surprise totale. Mais derrière, je pense que c'est très ouvert. Et on va dire que j'ai sorti des noms parce qu'il fallait en sortir. Mais je t'aurais pu même te mettre une petite liste de 5-6 coureurs pour 3 places. Pour 2 places, du coup. Ouais, forcément, il y a beaucoup de prétendants aux places sur le podium qui vont valoir très cher. Pour finir, Johan, sur la course Elite Homme, ça serait quoi ton podium derrière Mathieu Van Der Poel? Moi, Michael Vantoinou, 2e, et puis Wout van Aert, 3e. Ouais, donc tu rejoins Geoffrey. Michael Vantoinou, il est toujours très bon sur les championnats du monde. Là, il est très en forme sur les dernières courses. Déjà, j'ai envie de le voir 2e. Je vais le voir premier d'ailleurs, mais moi, je le mettrais 2e. Après, on peut s'amuser à faire des classements où on met Wout van Aert premier et Michael Vantoinou 2e. Mais pour moi, c'est le favori pour un podium derrière les deux. Wout van Aert est quand même très costaud. Donc, pour moi, il prend quand même l'ascendant aussi. Donc, après, pour moi, c'est plus. Après, on peut s'amuser à faire des mélanges un peu comme on veut derrière Mathieu Van Der Poel. Mais a priori, s'il fait pas de bêtises sur le matériel, sur les crevaisons, des trucs comme ça. Oui, s'il n'y a pas trop de soucis, ça devrait aller. Justement, Wout van Aert, qui a choisi presque au dernier moment de participer aux mondiaux, c'était pas prévu à l'origine dans son programme. Il a décidé juste après la manche de Maasmechelen de dire finalement je vais faire les mondiaux. C'est une bonne idée pour toi? Je trouve ça plutôt normal. Mais... non, mais autant pas faire de cross si tu viens pas faire les mondiaux. Mais je sais pas, il a dû lire les articles de la presse belge où il parle des risques de crevaison et que ça rappelle Biels au Luxembourg où Van Der Poel avait perdu à cause des crevaisons. Peut-être qu'il se dit il y a peut-être un coup à jouer, je sais pas. Je pense que ça rentrait dans son calendrier, qu'il voit sa forme, il se dit c'est dommage de pas y aller au cas où, je sais pas trop. Enfin, après, et peut-être qu'il a réussi. Là aussi là, ça Liévin, c'est à côté. Oui, peut-être aussi qu'il a réussi à faire le forcing. C'est pas comme s'il partait faire un championnat du monde aux États-Unis non plus. Donc, peut-être qu'il a réussi aussi à faire le forcing auprès de son équipe, Visma Lease Bike, pour dire. Je pense que s'il leur dit qu'ils veulent le faire, ils font ouais, ok, d'accord. Bon, ouais, c'est Van Aert, c'est ok. Allez, tu peux y aller pour un jour. Vas-y. Ils se disent attends les gars, faut que je paye 600 000 euros là, laissez-moi faire les primes. Bon, hein. Quel serait votre pronostic maintenant pour la course dame? Alors là, pour le coup, la victoire elle est pas donnée. Ça peut être assez ouvert. Qui est-ce que vous voyez l'emporter ce samedi, donc pour la course élite dame? Johan, tiens, vu que c'est toi qui a fini, c'est toi qui va commencer pour les dames. La petite chouchoute Blanca Catavas, qui vient de gagner une Coupe du Monde, qui est très en forme. Moi, dans ma tête, le circuit de Liévin, ça lui va bien. Je pense que c'est une bonne possibilité. Au sprint, elle va vite. Donc en plus, il faut la lâcher. Pour moi, c'est une très bonne carte. Après, il y a des cartes plus. Van Empel, si elle est à son meilleur, elle sera au-dessus. Et Lucinda Brand, elle sera forcément sur le podium. Mais moi, je la vois bien gagner quand même la course fin de champion du monde cette année. Geoffrey, quel serait ton pronostic? Moi, la petite chouchoute, pour reprendre le terme qu'a utilisé Johan, c'est pas que Peter Seu, mais sur le circuit de Liévin, j'y crois un peu moins. À une chute et une blessure et une semaine près, j'aurais dit Marianne Vos parce que Marianne Vos, même si c'était pas la favorite. Non, je pense Lucinda Brandt. Ok, donc on a Blanca Vas, Lucinda Mais Brandt. je me sens presque obligé de préciser que à la maison, il y en a une qui sera très contente si c'est Céline Alvarado. C'est partagé chez toi, visiblement. À la maison, c'est partagé. Et Anselme, justement pour finir ton pronostic sur la course élite dame. Moi, je veux dire Alvarado, parce que pour sortir un nom et... Parce que pour toi, il faut forcément sortir un nom avec une origine aussi sud-américaine. Il y a une liste, et puis je sors celui qui sonne le mieux à l'oreille, évidemment. Allez, Anselme, viens à Liévin pour Céline Alvarado, il y a toujours un drapeau de la République dominicaine, tu vas te sentir comme chez toi avec des drapeaux comme ça.
Ah, malheureusement, c'est pas prévu ce week-end. Je déménage et il faut absolument que j'ai fini le matin. En tout cas, le public, il y a de fortes chances qu'il déménage, justement, lui aussi. Allez, viens. Geoffrey et Yoann, vous avez prévu d'y aller, vous m'avez dit, profitez-en bien, profitez bien de l'ambiance et... Liévin, c'est à une demi-heure de chez moi, donc Ouais. C'est plus simple, ça quand aide. on aime le cyclocross, ce serait dommage de se priver. Ouais, c'est sûr, t'as raison. Et pour finir aussi, pour parler des autres catégories, qu'est-ce qu'on pourrait espérer pour l'équipe de France, pour les Français, chez les juniors, chez les espoirs, il y a de quoi aller chercher un, voire plusieurs titres, peut-être? 3 titres, 2 en junior, un en relais mixte. C'est un bilan qui est très très possible. Plus des médailles aussi, éventuellement aussi sur le podium quelque part en junior, sur le podium en espoir homme, en espoir femme peut-être avec Célia Géry. Et puis des top 10 chez les élites. Donc normalement on sera classé dans le bilan des médailles, peut-être dans les 3 premiers peut-être, on verra. Ça va dépendre faire à un quel point petit les peu comme à Néerlandais, Besançon, sans doute a priori. Ouais, Geoffrey? par rapport au classement des médailles, si Mathieu Van Der Poel est en forme, la course féminine, s'il n'y a pas une surprise, et si Thibaut Del-Grosso fait pas n'importe quoi chez les espoirs, J'ai pas dit normalement, ça leur premier, fait j'ai dit classé. Ouais. Non, mais on va être. Dans le match, effectivement, quitte à avoir des titres, c'est plus chez les juniors qu'on aurait des opportunités. Sachant que Dans la course junior femme, je suis. chez les juniors, on a Soren Bruyère-Joumar qui a gagné le général avec 2 victoires, avec 2 manches remportées. Et c'est d'ailleurs le premier junior première année à gagner le général depuis Van Der Poel. Et on a aussi Lise Revol qui a fini 2e du général de la Coupe du Monde de son côté avec également 2 manches remportées. Donc c'est principalement peut-être sur ces 2 noms qu'il va falloir compter, Geoffrey. Ouais, c'est ça. Après, dans la course élite junior femme, il y a un nom dont je suis assez curieux, c'est Raphaël Carrier ou Carrier, je sais pas comment ça se prononce, je sais pas si elle est québécoise ou pas, la canadienne, parce que j'ai souvenir de l'avoir vue c'était au Grand Prix de Van Nuys, si je dis pas de bêtises, à Bâle, où il y a un nom qui me dit rien, je vois une canadienne, je dis, le nom me dit rien du tout, elle fait top 10, et après la course, je regarde, je dis, ouais, en fait, elle est junior, et elle fait top 10 sur une course comme ça, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner par la suite, mais ouais, sinon après chez les espoirs, on a envie de se dire que ouais, quoi, Lobizio ou Vincent Sparfeld, pardon, on a envie de les voir faire des trucs, mais il y a Jente Michels, c'est surtout petit bordel grosso, et côté féminin, oui, Célia Géry, j'adorerais l'avoir fait un truc. Elle a été championne d'Europe en début de saison. Mais elle a réussi à être championne d'Europe et ça a été une grosse surprise. Mais je me dis, est-ce qu'elle va réussir à refaire le coup une deuxième fois Ouais, ça va pas être évident parce qu'on a des Marie Schreiber, Zoé Bachstedt qui sont encore espoirs notamment. C'est ça. Et puis là, par rapport au championnat d'Europe, on rajoute les sœurs Lundgren. Aussi, c'est vrai. Qui vont pas être très loin. Il y a Léonie Benvelt, Lauren Molengraaf. Il y a du beau monde. Enfin, il y a du monde. J'ai même envie de rajouter Kat Ferguson, qui a fait podium au dernier Grand Prix de Fourmies. Voilà, comme ça c'est placé. Elle est aussi championne du monde de cyclisme sur piste chez les juniors. Voilà, comme ça, Ouais, ça fait partie des coureuses qui sont multidisciplines. Il y en a plusieurs. Parce que je crois que tu parlais de Laurent Molengraaf qui est aussi sur la route avec FDJ Suez, qui fait du VTT aussi. Il y en a de partout. Célia Géry aussi, qui d'ailleurs est passé pro chez FDJ Suez sur la route pour cette nouvelle saison. Donc bon, il y a... Accessoirement, Anselme, si tu veux donner un pronostic pour la course junior femme, il y a une américaine. Son nom, c'est Vida Lopez de Sandroman. Alors, c'est les Amériques, mais c'est États-Unis, donc je sais pas si ça te parle autant, mais il y a quand même des noms qui vont te rappeler le Tour du Venezuela et ce genre de choses. Ah c'est passé déjà la Vuelta à Tachira. Et me lance pas sur le sujet. Pour finir, Anselme, un petit prono à la volée, ça va être quoi le classement de l'équipe de France au tableau des médailles au terme de ces mondiaux? On va dire 3e place pour répéter ce qu'a dit spécialiste. Eh ben, très bien, allez. Bon, on verra les mondiaux avec... déjà, ça commencera ce vendredi midi par le relais par équipe mixte. On a quand même 10 nations qui seront présentes au départ de ce relais mixte. C'est pas rien.
Et pour ceux qui veulent aller découvrir le circuit, alors bon, faut être à Liévin et être dispo le vendredi en cours de journée, mais l'entrée est gratuite pour le relais mixte. Autant c'est payant pour le samedi et pour le dimanche, mais c'est entrée libre pour le relais mixte. Eh ben, ça, c'est toujours intéressant à savoir. Merci pour le petit conseil, Geoffrey. Donc voilà, si vous êtes du côté de Liévin, que vous avez envie de passer, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, il y aura de quoi voir de très belles courses ce week-end pour les championnats du monde. Ces championnats du monde de cyclocross 2025. Ouais, même juste si la course commence à 12h35, elle va se terminer vers 13h15. Si vous avez une pause de midi à 14h, c'est jouable de faire l'aller-retour. Ah, ça tombe bien, c'est parfait. Et écoutez, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Anselme, Geoffrey et Johan, d'avoir été en ma compagnie pour parler cyclocross. Toujours un plaisir d'en parler, parce qu'il n'y a pas que la route qui compte, évidemment. Pour le prochain Chasse-Patate, on se retrouvera la semaine prochaine. On sera l'occasion de faire le point un peu sur les équipes françaises sur route. Avec le début de saison, ce week-end, on a justement le Grand Prix La Marseillaise qui est la première course française de la saison du calendrier. On prendra le temps on regardera un petit peu comment sont les équipes françaises, qu'est-ce qu'elles valent et à quoi on peut s'attendre sur cette saison 2025 sur route. Et en attendant donc le prochain podcast Chasse-Patate, eh bien vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Blue Sky et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate.